Et maintenant, c'est parti. Eh bien, bonjour à tous et tous. On est ravis de vous avoir parmi nous. Et, euh, et je vais tout de suite passer la parole à Géraldine Geoffroy, qui est chargée de mission, chargée de participation au CEREMA et qui a été jury des prix cette année. Euh, voilà, je vais lui laisser quelques mots pour présenter le webinaire. Merci beaucoup Anouk. Je suis ravie d'être là avec vous aujourd'hui. Comme le disait Anouk, donc je suis au CEREMA. Pour ceux qui ne connaissent pas, qui est un centre d'expertise qui accompagne les territoires en matière d'adaptation au changement climatique, sur l'aménagement, on va dire, au sens large. Donc l'an dernier, effectivement, j'ai eu le plaisir d'être au jury des prix en binôme avec le conseiller municipal délégué à la démocratie participative de Charenton-le-Pont, Fabien Benoît. Je me suis replongée un peu dans les notes des échanges qu'on avait eus l'année dernière pour cette petite introduction. Et on avait été effectivement frappé l'année dernière à côté de démarches peut-être plus classiques de participation autour d'un projet ou d'un service, ou bien pour renouveler les instances de démocratie pérenne, par exemple, par l'émergence l'année dernière de plusieurs démarches qui faisaient en fait suite aux mouvements sociaux, aux violences urbaines, on va dire, qui avait été déclenché à l'été 2023 après la mort du jeune Naël à Nanterre. Et donc, des collectivités qui faisaient le choix dans ce contexte d'engager une démarche spécifique pour répondre à ces violences par le dialogue, en cherchant des réponses avec les habitants. Et on en avait notamment remarqué deux qui vont vous être présentés ce matin. Donc, je ne vais pas en dire trop de choses, mais juste peut-être ce qui nous a. Ces deux collectivités, ce qui nous avait frappé, qui face un peu à la même problématique, avaient fait deux choix un peu différents. Laval, qui s'engageait peut-être un peu plus récemment dans une démarche de participation, qui avait fait le choix d'un travail un peu resserré avec un groupe de citoyens avec cette convention par et pour les quartiers populaires, cette convention citoyenne. Et puis la ville d'Annemasse, donc plutôt dans une tradition peut-être un peu de démarche participative, parce que c'est une ville qui avait eu plusieurs prix déjà, qui avait fait lancer ses assises, donc avec plutôt une démarche plutôt à plus large échelle. Voilà, et donc peut-être très rapidement, ce qui nous avait particulièrement intéressé à Laval, c'était cette réflexion de fond qui avait été engagée par la collectivité au-delà de l'événement pour questionner l'évolution sociale de la ville et qui avait conduit donc à chercher à associer dans cette convention à la fois des habitants des différents quartiers, des quartiers centraux, des quartiers sensibles, pour trouver des solutions opérationnelles et puis une démarche vous allez voir avec tout un engagement pour réussir sa démarche, des choses à la fois très concrètes pour permettre aux habitants de participer, et puis un comité des garants pour suivre la démarche et une conférence des parties prenantes pour vraiment essayer de trouver, mobiliser des leviers. Voilà. Et puis à Annemasse, plutôt, ce qui nous avait aussi intéressé, c'était cette démarche à large échelle pour aller au-devant de la diversité des habitantes et des habitants du quartier, avec d'importants moyens à la fois financiers, humains, un ETP technique pour répondre à ces événements. Et sur la méthode, pareil, une dynamique partenariale impulsée, impliquant notamment des parents, les jeunes, les institutions, les femmes des quartiers, et une volonté de trouver des outils qui permettent vraiment d'aller au-devant de ces publics. Voilà, je ne vais pas en dire plus que ça va vous être présenté ce matin. Et je passe la parole à... Merci beaucoup, Géraldine. Du coup, pour nous présenter tout cela, on a différents intervenants et intervenantes des villes d'Annemasse et de Laval, avec Florian Berco, qui est le maire de Laval et président de Laval Agglomération, Harold Coué, qui est chargé de mission de démocratisation, et Christophe Prime, qui est un conventionné des assises de quartier conventionné de la ville de Laval. Et ensuite, nous avons également, du côté d'Annemasse, Inès Ayeb, qui est la 9e adjointe en charge de la politique de la ville, du NPNRU et de la mise en valeur du patrimoine. Emma Ether, directrice cohésion sociale et politique de la ville. Et enfin, Sébastien Guinet, qui est directeur général adjoint du pôle cohésion sociale et animation du territoire. Euh, et le webinaire se déroulera avec différentes questions que nous allons poser aux différents intervenants avec ma collègue Margot Fauvet. Et puis on enchaînera sur un temps d'échange d'environ 30 minutes avec vous, participants et participantes. Vous pourrez voilà, poser toutes les questions que vous souhaitez. Donc, pas plus. Nous allons commencer tout de suite. Chacune de vos deux démarches sont nées à l'issue d'un contexte d'émeutes urbaines et de tensions avec les habitants et les habitantes. Est-ce qu'en quelques mots, vous pouvez nous présenter ce que vous avez eu envie de mettre en place? Et je m'adresse pour cette première question à Florian Berco. Voilà.
Bonjour à toutes et à tous, merci de l'invitation à ce webinaire. Donc, c'est une grande première pour moi, mais ravi d'être à distance avec vous. Donc, effectivement, la Convention citoyenne a été très bien introduite et je vous remercie, qui est le fruit de ce qu'on a connu, ce qui a été à la fois très choquant, ces émeutes urbaines qui ont touché des villes moyennes, très loin de l'image d'Épinal qu'on peut avoir de ces villes dortoirs, ces villes banlieues de régions parisiennes où vivent les quartiers populaires. Non, il y en a partout sur tout le territoire et il y a plus de 600 villes qui ont été touchées, petites, moyennes, grandes évidemment. Laval n'en était pas exclu alors qu'on est vraiment au cœur du Grand Ouest, cette terre de la France heureuse, chrétienne démocrate, où il fait bon vivre, 55% de chômage, ou même dans les quartiers prioritaires, même si la pauvreté est très importante, évidemment, on a une population de travailleurs. Donc à Laval, c'est trois quartiers prioritaires de la ville, qui représentent à peu près 8% de la population. Et donc on a été évidemment sous le choc de voir une cinquantaine de jeunes participer à cette dynamique nationale, qui est toujours la même dynamique, des heurts entre la police et des jeunes qui embrasent ensuite la France. Le fait est que les réseaux sociaux, les médias ont sans doute attisé davantage la colère que les précédentes émeutes qu'on a pu connaître. Et sans doute c'est pourquoi ça s'est réparti sur tous les territoires. On ne pouvait pas rester insensible à cette démarche-là. Nous, on a été d'abord sous le choc parce que c'était du jamais vu depuis les années 90 à Laval, et avec un tel phénomène d'entraînement, à la fois dans les deux gros périmètres de quartier prioritaire, avec un McDonald's qui a brûlé, un centre de loisirs, de nombreux magasins aussi pillés. Bon, bref, ce qui a été assez caractéristique de ces émeutes-là. Et donc, très vite, je vais être court, très vite, on a réagi avec des cellules psychologiques sur le moment, du porte-à-porte, la fabrique de l'écoute. Et puis, on s'est réunis en plénière le lendemain en disant, bon, euh, il y a deux options. Soit c'est le chaos, soit c'est la démocratie qui gagne. Et donc, on a choisi la démocratie. On a choisi d'essayer de tirer les leçons de ces émeutes et puis des précédentes émeutes des quartiers populaires de manière générale sont dans notre pays. Et on s'est dit que un des outils pouvait être justement cette convention citoyenne. Et vous l'avez très bien résumé. Une convention citoyenne, c'est d'abord une question avec un mandat qui est posé, du tirage au sort de participants, un comité des garants pour qu'il y ait une neutralité des débats, une fabrique du consensus et du dialogue, et puis une conférence des parties prenantes qui s'engage derrière. Donc voilà la démarche qui a été finalement assez démocratique et j'ai envie de dire aussi fraternelle, puisque au-delà de la démarche, du processus, ça a amené beaucoup de liens humains et sociaux, et c'est ce qu'on veut, c'est que les gens dialoguent, se retrouvent, apprennent à se connaître, à s'aimer. Moi, je crois qu'il faut être partisan du vivre ensemble. Ça paraît complètement tarte à la crème, et à la fois, je suis persuadé que l'homme est fait pour vivre avec son voisin et plutôt l'aimer que le détester. Donc, c'était vraiment l'essence même de cette démarche. Et je crois qu'il y a une petite vidéo de présentation, Tout à puisque j'ai déjà fait. été très long. Merci beaucoup. Alors, normalement, vous devez entendre le son. La Convention citoyenne me paraît un très bon outil. Tirer au sort 50 Lavallois, une majorité issue des quartiers populaires, pour répondre à cette question, comment mieux vivre au quotidien les quartiers populaires pour choisir sa vie. Je trouvais l'initiative de faire une convention citoyenne super. Donner du pouvoir aux citoyens au-delà d'une élection, pour moi, c'est important. Moi, je trouve intéressant qu'on ait des lieux constants de dialogue avec les habitants, les usagers, les gens qui font la ville. Des gens qui ne se connaissaient pas ont fait de la politique, mais au sens le plus noble et le plus haut du terme. Si on arrive à créer les conditions du dialogue, ce dialogue peut s'installer, se restaurer, et on peut aller de l'avant. La citoyenneté, c'est pas simplement mettre un bulletin dans une urne de temps en temps, mais c'est s'engager pour la vie de la cité et essayer d'apporter des éléments de compréhension de ce qui se vit dans ces quartiers populaires et ensuite de tenter d'y répondre collectivement. Il y aura une épopée lavalloise, vous verrez qu'il y aura un avant-après.
Et voilà pour la petite vidéo de présentation. Merci beaucoup pour cette présentation de la ville de Laval et nous allons maintenant enchaîner sur la question similaire. Du coup, est-ce qu'en quelques mots, vous pouvez nous présenter ce que vous avez eu envie de mettre en place pour la ville d'Annemasse? Euh, Oui, merci. Alors bonjour à tous. Donc Inès Ayeb. Donc au niveau d'Annemasse, donc il s'agissait d'un contexte un peu particulier puisqu'on avait été épargné des émeutes de 2005 et donc ces violences urbaines ont vraiment marqué la population. Ça s'est déroulé par l'incendie d'une maison de quartier qui se situe dans le quartier prioritaire, donc la maison Nelson Mandela. Donc il y a eu une première phase, je dirais, de sidération, de profonde tristesse, qui a été partagée à la fois par les habitants du quartier, les élus et l'ensemble de la ville. Du coup, suite à ça, le maire, Monsieur Christian Dupessay, a décidé, lors d'un conseil municipal, de mettre en place ces assises des quartiers. Et c'était avant tout l'idée de déployer une méthodologie expérimentale pour comprendre les jeunes, pour comprendre ce qui s'est pas bien déroulé, qu'est-ce qu'on n'avait pas compris. Et du coup, ça a été vraiment tout ce travail de fond qui a été entamé, donc sachant qu'on a une tradition de la participation citoyenne, mais du coup, il fallait se questionner et se dire il faut aller beaucoup plus loin pour toucher encore plus de public. Et donc, on a un petit film pour vous présenter un peu ces assises. Merci. allez. On est tous en échec. On est tous en échec. On a loupé quelque chose à un moment ou à un autre. Il y a un groupe où on ne sait pas faire aujourd'hui. On ne sait plus faire. C'est en particulier les ados. Alors pour moi, le fait d'avoir 16 ans aujourd'hui, on ne nous laisse pas forcément le choix et les décisions, elles sont surtout prises par les adultes. Quels ont été peut-être les éléments déclencheurs de ces assises de quartier justement aujourd'hui? Pour la première fois à Annemasse, il y a eu ce qu'on peut appeler des émeutes urbaines, ou du moins quelques violences qui ont abouti notamment à l'incendie d'un centre, d'une maison de quartier, l'espace Nelson Mandela, et on a tous été choqués. Si c'est passé cela, posons-nous des questions et essayons de trouver les bonnes réponses. Où l'objectif premier, c'était de faire participer le maximum de personnes, d'entendre la voix de ceux qu'on n'entend jamais. On se nourrira des réflexions, et encore une fois, c'est bien pour avoir le ressenti des gens, mais également pour imaginer derrière des propositions. Moi, je pense que les jeunes, ils veulent qu'on soit plus représentés. Ce qu'ils veulent tout d'abord, les jeunes, c'est qu'on s'intéresse à eux. On veut s'émanciper et on veut pouvoir accéder à cette émancipation sans violence. Après, franchement, nous, la jeunesse des quartiers, on n'est pas méchants, on est très gentils, on est comme tous les jeunes. Après, dans tous les quartiers, forcément, il y a des choses illégales. C'est bien avant que nous on naisse. Si on a la vision que la réussite se trouve que de l'autre côté de la frontière, on peut avoir des sentiments d'échec, de frustration. Il y a beaucoup de personnes qui vivent sous le seuil de pauvreté. C'est une histoire de sous après, pour certains. Toujours en direct sur Radio Mani, on a un document aussi là qui est très intéressant, qui est l'appel des quartiers annemassiens, d'accord, les jeunes ambitieux. Donnez-nous les moyens de nos espoirs. Est-ce que cette lettre, peut-être qu'on peut en lire un extrait? Le Perrier et Romagny sont des quartiers populaires intégrés à la ville où il fait bon vivre. Nous revendiquons ensemble la solidarité comme un mode de vie dans nos quartiers. Cependant, nous avons des attentes et des besoins forts. Et je trouve que la dernière phrase de l'appel, et vous, sur quoi vous engagerez-vous à nos côtés? Voilà le premier défi qu'on a relevé. On n'a pas envie de se sentir enfermé,
mais en même temps, on a envie de sentir on a des piliers, qu'on peut se reposer sur des personnes justement compétentes. Et je pense vraiment que c'était la bonne approche à avoir avec les personnes, aussi de venir un peu les chercher, venir à elles. Et là, c'était très direct et je pense que d'être allé sur le terrain, ça va un peu réconcilier les choses aussi avec, on va dire, le côté politique de la chose. J'arrête la vidéo ici. Ça nous a permis d'avoir un bon aperçu de la démarche et je vous remercie pour vos présentations. Pour la deuxième question, selon vous, à quelles conditions le dialogue dans ce contexte de tension a-t-il été rendu possible? Voilà, Florian, je vous redonne la parole en quelques mots. Voilà. On ne vous entend pas par contre, votre micro est coupé. Voilà, c'est tout bon. Pardon. À quelles conditions? Moi, je pense qu'il faut révéler le pouvoir du citoyen. C'est vrai qu'on dit souvent dans notre pays, depuis Montesquieu, qu'il y a une séparation des pouvoirs entre l'exécutif, le judiciaire et le parlementaire. Je pense qu'il y a un quatrième pouvoir qui, évidemment, peut être médiatique, mais surtout citoyen. Le citoyen a une parole et révéler la parole des discrets, leur donner le sentiment d'une puissance politique et citoyenne face à l'impuissance tous les jours montrée dans les médias, sur les réseaux sociaux. Je pense que c'était quand même un des facteurs clés de succès. Le deuxième condition de réussite, c'est de dialoguer, concerter et de travailler sur quelque chose de à la fois concret, quelque chose qui n'est pas flou et puis pas quelque chose qui relève des miettes, c'est-à-dire savoir la couleur du bus. Je pense que c'est pas le sujet, le cœur de la démocratie locale. Et puis nous, le choix qu'on a fait, c'est à la différence d'Annemasse, mais c'est tout aussi pertinent. On a choisi donc un tirage au sort qui soit quand même représentatif de la ville et se dire que la question des quartiers populaires n'est pas qu'une question des quartiers populaires. C'est une question de ville. C'est une question qui doit intéresser tout le monde, que ce soit les bourgeois du centre-ville ou des quartiers. Vous voyez, même combat pour vivre ensemble les uns avec les autres. Parce que celui qui habite dans le quartier populaire, il peut travailler en centre-ville, ses enfants peuvent étudier sur le campus. Voilà. On voit bien que c'est à l'échelle d'un territoire qu'on doit raisonner et donc refaçonner notre contrat social. Et ça me semble essentiel. Et puis, dernier élément, sans être trop long, faut être clair sur les marges de manœuvre qu'on donne et la lettre de mission et la lettre de cadrage qu'on donne aux conventionnés. C'est ce qui est revenu de la Convention citoyenne pour le climat. On nous dit, c'est open bar. Le président dit, je reprendrai texto toutes les propositions et il c'est pas ce qui est fait. Nous, on a été beaucoup challengés dès le début par les conventionnés en disant, qu'est-ce que vous allez faire derrière? Donc moi, j'ai dit, en tant que maire, avec l'équipe majoritaire, on s'engagera à faire tout ce qu'on peut. Et j'ai remis le rapport à des dizaines de ministres. Dès que je voyais quelqu'un, je parlais de la Convention citoyenne. Mais j'ai dit, si vous me demandez de légaliser le cannabis, ça, je ne saurais pas faire. Enfin, j'ai aussi posé des limites sur la capacité d'action. Et je laisse reposer le reste des actions sur la conférence des parties prenantes, donc les autres collectivités, l'État sous toutes ses dimensions. Et ça, c'est vraiment important. Mais ce qu'il faut retenir, c'est ces conditions d'un dialogue d'égal à égal. Je pense que tout citoyen a quelque chose à dire et tout citoyen peut s'engager au-delà de signer une pétition, faire un tweet depuis son canapé, s'engager réellement et on a créé ces conditions de réussite et je pense que Harold reviendra sur les facteurs clés de succès. Merci beaucoup. Et vous, Inès Ayeb, selon vous, à quelles conditions, en quelques mots, à quelles conditions le dialogue dans ce contexte de tension a-t-il été rendu possible? Écoutez, le dialogue, il a été possible à partir du moment où de l'état de sidération, finalement, et de tristesse, on a réussi à se poser, à écouter les habitants. Donc, ça a été un long travail, mais on a choisi d'attendre, d'avoir une posture vraiment d'écoute et une présence très forte sur le terrain. Donc, on a surtout recueilli la parole des habitants, leurs besoins qui n'étaient pas juste liés à la jeunesse, mais de manière globale. Donc, effectivement, ça a été de manière un peu prioritaire les habitants du quartier politique de la ville, mais pas que. Il y a des habitants du centre-ville, donc ça a été vraiment une solidarité et puis une volonté de l'ensemble de la population de pouvoir aider.
Donc on a eu vraiment une posture d'écoute en premier lieu pour effectivement pouvoir, c'est-à-dire dénouer un peu ce dialogue un peu à tête reposée. Donc ça a été comme ça on a procédé en tout cas. Merci beaucoup. Merci. Je vais aborder maintenant la question de la mobilisation, en vous demandant comment vous avez réussi à mobiliser des personnes qui ne sont pas forcément celles qui participent habituellement aux démarches de la concertation. Et pour cela, je vais laisser la parole à Harold Coué de Laval. Oui, bonjour et merci pour cette invitation. Donc, effectivement, comme le disait le maire de Laval, Florian Berco, à l'instant, il y avait une réelle volonté à Laval de révéler la parole des discrets. Et si dans l'assemblée virtuelle, mais assemblée tout de même, vous êtes familier avec les démarches de participation citoyenne en tant qu'élu ou en tant que technicien de collectivité territoriale, vous savez à quel point il est difficile de ne pas être confronté aux phénomènes toujours les mêmes, donc des citoyens qui sont devenus des experts de la participation, voire même des professionnels de la participation qu'on retrouve sur l'ensemble du dispositif. C'est pour ça que voilà, c'était une réelle volonté de faire participer les discrets et pour cela, donc on a posé un principe, l'appel à manifestation d'intérêt qui s'est décliné à Laval, en tout cas deux principaux programmes. Donc un premier programme donc, de tirage au sort, donc 3000 courriers adressés au hasard à des foyers lavallois, avec un numéro de téléphone à joindre et si toutefois le citoyen est intéressé, et un autre programme pour apporter un correctif au tirage au sort, c'était le programme porteur de parole. Donc, vous pouvez voir quelques photos. Donc, un programme où des agents municipaux de terrain bien reconnus des habitants des quartiers populaires sont venus pendant toute une semaine à la rencontre des habitants pour essayer de déceler celles et ceux qui pourraient être intéressés pour participer à la démarche. Donc évidemment, toutes ces manifestations d'intérêt venaient alimenter une base de données à laquelle que nous traitions, puisque nous avions mis en place un système de petits entretiens très courts qui nous permettait de connaître la tranche d'âge du citoyen intéressé, son lieu de résidence, son niveau de diplôme et si il ou elle avait déjà contribué à des dispositifs de participation citoyenne dans la ville de Laval. Donc tout ça, ça nous a permis de constituer une assemblée qui correspondait à la vision des élus de la ville de Laval, donc avec environ 60% issus des quartiers populaires, la parité femmes-hommes, la représentation des classes d'âge et la représentation des niveaux de diplôme, donc selon les indicateurs INSEE, avec un critère d'exclusion, comme je vous le disais à l'instant, si la citoyenne ou le citoyen avait déjà participé à une instance de démocratie participative. Bon. Dans ce tableau parfait, il faut quand même poser quelques limites, hein, effectivement. C'est des limites techniques, hein, parce que c'est très prenant pour une administration en fait, de cibler avec précision les habitants des quartiers populaires, donc savoir le découpage de chaque rue, si l'habitant réside bien dans cette rue ou dans la rue d'à côté. Et puis aussi quelques limites sociologiques, évidemment, puisque les habitants qui manifestent leur intérêt, bien qu'ils habitent dans les quartiers populaires, même si ils n'ont pas participé à des instances de démocratie participative, restent les habitants les plus proches des institutions. Voilà ce que je pouvais exprimer. Et puis, pour terminer, donc deux démarches, deux programmes, comme je vous le disais, tirage au sort et programme porteur de parole, qui, en tout cas, ont été en toute transparence, puisque nous avions, comme le disait à l'instant Florian Berco, la ville de Laval avait décidé de créer les conditions d'une participation réussie, donc avec une garde d'enfants, une rémunération pour les participants à la Convention citoyenne et la restauration prise en charge pour les participants sur les sessions de réunion. Donc voilà comment, à Laval, en tout cas, on a tenté de garantir la réussite de la mobilisation de celles et ceux qui ne sont pas habituellement associés aux démarches de participation citoyenne. Super, merci. Je vais maintenant laisser la parole à Emma Ether de la ville d'Annemasse pour répondre à la même question.
Bien, bonjour à toutes et à tous. Merci Anouk. Effectivement, notre côté également, l'idée était vraiment de pouvoir créer un grand dialogue citoyen, de pouvoir donner la parole à ceux qui s'expriment peu, qui ne bénéficient pas des espaces d'expression qui préexistent, de manière à ce que ce dialogue puisse vraiment être représentatif des envies, des attentes, des besoins des habitants des deux quartiers populaires d'Annemasse, principalement, donc le quartier de Romagny et le quartier du Perrier, le quartier du Perrier étant un QPV. On avait cette envie d'aller plus loin que simplement les habitants de ces quartiers populaires, en ciblant spécifiquement les jeunes. Et donc de manière à fédérer, à mobiliser autour de cette démarche, nous avons pu déployer différents outils. Je dirais que premièrement, nous avons mis en place une communication très élargie, au-delà des réseaux sociaux, des canaux un petit peu classiques. On a beaucoup misé sur la communication de proximité, le fait d'aller en sortie de collège, lycée, en sortie d'école aussi, pour toucher les parents, de faire du tractage sur des temps plutôt du quotidien, de pouvoir vraiment être sur le terrain, comme pouvait vous l'indiquer Inès auparavant. Également, nous avons mobilisé les associations qui étaient tout à fait partantes pour échanger, pour dialoguer dans ce contexte, pour donner suite aux incidents malheureux qui avaient pu avoir lieu à l'été. Donc on s'est aussi beaucoup appuyé sur les associations qui sont allées relayer, informer leur propre public de ce qu'il est en train de se passer sur les quartiers. Au-delà de la communication, évidemment, c'est aussi des postures et des méthodes bien spécifiques qui nous ont permis de toucher un grand nombre d'habitants, à savoir que le maître mot de cette démarche, ça a été l'aller vers. Du côté de la ville, il y a eu un très fort déploiement d'élus et d'agents sur le terrain pour aller à la rencontre des habitants, pour prendre le temps de discuter, de dialoguer, sans nécessairement avoir une grille d'entretien, plutôt être dans un esprit de débat, de retrouver un temps d'échange, d'expression qui vienne recréer de la confiance et qui puisse derrière permettre à chacun de s'engager dans la suite de la démarche. Nous avons aussi été accompagnés d'un bureau d'études, alors qui est très probablement dans les participants de ce webinaire. On pourra en échanger par la suite sur le petit temps d'échange, mais un bureau d'études qui nous a permis de déployer des outils ludiques, des outils adaptés à différents publics pour permettre à chacun et chacune de mieux s'approprier la démarche. Je pense notamment, on l'a vu dans la petite vidéo, nous avions une cabine d'enregistrement qui était un sonomaton qui permettait de faire un podcast, de recueillir avec une question très simple une attente, une envie, un besoin. Le sonomaton était mis à disposition sur des lieux du quotidien. Voilà. Bonjour Anne-Sophie, effectivement. Ce n'est qu'un exemple parmi d'autres, mais voilà. Des méthodes qui étaient très concrètes, plutôt gamifiées, centrées sur cette notion d'aller vers, aller au-devant justement de ces publics que l'on a habituellement peu sur nos démarches de concertation. Du côté des jeunes, nous avons notamment organisé des ateliers et des temps d'échange sur les établissements scolaires, donc en partenariat avec l'Éducation nationale, pour aller, encore une fois, là où sont les personnes avec qui nous souhaitons dialoguer. Et ça a été une vraie réussite, puisque sur l'ensemble de cette démarche, donc, qui a été assez concise dans le temps, puisque ça a été sur le dernier trimestre de l'année 2023, nous avons pu recueillir 1220 contributions, et l'âge médian est fixé à 17 ans. Donc, par rapport à notre objectif initial, qui était de lancer cette grande discussion citoyenne et de toucher les jeunes, on peut dire qu'on est effectivement dedans. Et je terminerai sur ce petit mot, mais c'est bien cette posture d'aller vers, cette posture d'écoute proactive qui nous a permis de vraiment de pouvoir toucher, mobiliser et j'ai envie de dire fédérer les différents publics que nous avions pu cibler. Super, merci beaucoup. Je vais maintenant laisser la parole à Christophe Prime pour nous parler de ce qui a pu motiver les habitants à s'engager dans ce type de démarche. Alors, vous avez votre micro coupé, Christophe. On vous laisse. Oui, pardon. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous m'entendez. Merci de nous avoir invités. Alors, je ne vais pas uniquement parler en mon nom, mais
au nom des différents conventionnés qui m'ont répondu à mon petit questionnaire. Alors pourquoi nous sommes-nous engagés? Donc, on considère principalement qu'à partir du moment où on est sollicité, donc ça a été fait un peu par tirage au sort, etc., puis ensuite par motivation, puisqu'on a eu différents entretiens téléphoniques. On a considéré que si on nous demande notre avis, on se doit de le donner. Et notre avis sur ces questions-là, et via cette démarche, vaut beaucoup plus, à notre avis, qu'un simple bulletin de vote qu'on met épisodiquement. Alors, pour ce qu'on en a retiré, c'est avant tout une aventure humaine enrichissante, au contact des différents élus qu'on ne connaît pas forcément, des différents professionnels de très bonne tenue, puisqu'il y avait notamment des interventions d'Emmanuel Coste, de Jean-Louis Borloo, entre autres, du directeur départemental de la police, enfin, etc. Donc, on en a retiré des temps de réflexion. Et cela nous fait évoluer sur nos éventuelles idées préconçues. Hein. Bien sûr, ça nous donne une ouverture sur la vie des autres, sur la vie des quartiers. Par exemple, moi-même, je ne vis pas dans un quartier populaire, mais c'est aussi important. On a aussi, malgré tout, j'ai aussi des choses à dire. J'ai dit des choses qui ont été prises ou pas en compte, peu importe, mais en tout cas, j'ai dit ce que j'avais à dire et chacun des différents conventionnés a dit ce qu'il avait à dire. Après, on verra plus tard ce que ça a donné, mais globalement, ça a été très, très positif. Voilà pour moi. Bien, merci beaucoup. On excuse également, il y a une habitante d'Annemasse aussi qui devait être présente pour ce webinaire et qui a finalement pas pu se libérer. Mais voilà, elle avait aussi envie de venir partager son expérience. Euh, Pour la suite, pour la suite, du coup, la question, c'est aussi toujours l'articulation des projets entre les agents et les agents, les agentes et les élus. Et aujourd'hui, on est à quelques mois de la fin de vos démarches respectives. Comment est-ce que les diverses propositions, est-ce qu'elles ont infusé dans vos majorités et dans les administrations? Et à nouveau, je passe en premier lieu la parole à Florian Berco de Laval pour répondre à cette question avec Harold également. C'est vrai qu'au début, l'histoire de rajouter du travail aux administrations, c'est pas toujours simple. Je dis, c'est pas de rajouter du travail, c'est mieux faire son travail. C'est une convention citoyenne, se remettre dans l'essence même de pourquoi on fait une politique publique, pour qui on l'a fait, avec qui. Moi, j'ai toujours été très inspiré par les méthodes d'ATD Carmonde, vous savez, c'est justement écouter les sans-voix, écouter les discrets. C'est eux qui vont construire la politique publique parce que ça va être eux les usagers. Donc, partir des usagers me paraît vraiment essentiel pour repenser notre offre de service du quotidien, mais pas que, parce que la question qui a été posée, c'est comment on part du quotidien, comment on améliore la vie au quotidien pour mieux choisir sa vie et donc atteindre cet idéal républicain d'émancipation, qui est une vaste question et qui ne dépend pas évidemment que de la ville. Mais il a fallu embarquer l'équipe municipale, embarquer l'équipe administrative, embarquer les parties prenantes. Et donc, je pense que ça a été le rôle principalement des élus. Moi, je me suis beaucoup investi pour cette démarche-là parce que j'y croyais. Il y avait des facteurs clés de succès, Harold l'a bien dit, Harold Coué, lever les freins de la participation, donc l'indemnisation, lever les freins de la garde d'enfants, lever les freins d'alimentation, bref, du déplacement, ça me paraît vraiment essentiel. Quand on se donne les moyens de la participation, on a des personnes qu'on ne voit jamais dans nos réunions publiques, qu'on ne voit jamais sur l'espace public donner leur avis, et ça, c'est quand même très, très, très important. Et je pense que ça a surpris nos professionnels, enfin nos agents de terrain, des maisons de quartier aussi, de voir ces personnes s'engager, des personnes finalement qu'on n'avait pas vues. Donc on a révélé un potentiel citoyen. Et donc quand on change la focale, on change de méthode, ça me paraît important. Et la convention citoyenne, c'est vrai qu'en politique, on a tendance souvent à parler du fond, du programme, des projets, mais on oublie l'essence même, la méthode, la gouvernance. Et c'est aussi important, la méthode. Comment on fait la politique publique? Comment on choisit? Avec qui on fait? Donc, je crois on a mis sur le devant de la scène cette question de méthode, et c'est important. Moi, ce que j'en retiens, c'est aussi la rationalité des conventionnés, ils ont écrit un manifeste sur les 3 week-ends, ils ont un manifeste qui
fait remonter une chose très positive, je pense, même pour notre pays. C'est ce qui rassemble finalement tout le monde, c'est la réussite des enfants. Et donc accompagner les parents pour faire réussir les enfants. Et donc accompagner les enseignants pour faire réussir les enfants. Bref, ce qui nous rassemble, c'est les générations futures. Et je crois que c'est cette fabrique du consensus à travers ce dialogue citoyen qui est vraiment important et qui rappelle que finalement, le meilleur médicament en cas de crise, c'est l'humain, c'est le dialogue, c'est la proximité et la capacité à s'écouter. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question parce que je me suis un peu perdu dans la question, Je pense mais je que, vous redonne le micro. je pense que Harold peut compléter rapidement sur le côté administration, justement sur cette question de l'infusion dans les administrations de ce genre de dispositif. Oui, tout à fait, hein, pour articuler participation et délibération, effectivement, il y a deux temps. Il y a un temps politique qui vient d'être présenté aussi par Florent Berco, et puis il y a un temps administratif aussi où les services doivent travailler en fait sur la base de ce qui a été produit par les citoyens pour éclairer la délibération et en fait la rendre l'ancrer dans une réalité concrète, une réalité administrative concrète. Nous, on a eu la chance à Laval d'avoir un manifeste très riche produit par les conventionnés, donc 6 thématiques, 25 propositions, 137 idées d'action, euh, et finalement une, un manifeste très réaliste, très ancré dans le réel. Et c'est ce qui a été assez perturbant en réalité pour les services administratifs, puisqu'il ne s'agissait pas de nouveaux projets, et comme l'a dit Florian Berco, il ne s'agissait pas de nouveaux projets, il y avait quelques nouveaux projets évidemment, mais il s'agissait en majorité de faire différemment. Et nous, à Laval, on a décidé, on va parler un peu sciences administratives, hein, secteur par secteur, d'organiser des conférences avec les professionnels, qu'ils soient des professionnels opérationnels, de management intermédiaire ou de management supérieur, pour tenter de voir comment on pouvait répondre du mieux que l'on pouvait au manifeste de la Convention citoyenne, donc en réorientant nos projets, euh, en écoutant mieux au final les citoyens et en repositionnant au centre de nos réflexions administratives l'usager qui malheureusement parfois peut se perdre dans cette et là je sais que je vais parler aux techniciens autour de cette assemblée, hein, qui peuvent se perdre dans cette nébuleuse qui peut être parfois le travail en collectivité territoriale. Donc voilà, c'était l'objectif de notre administration pour instruire le manifeste. Qui était déjà très réaliste, déjà très ancré dans le réel. C'était bien de penser nos manières de faire autrement et de repositionner l'usager à la place centrale qu'il doit avoir. Merci beaucoup. Et alors, du coup, je vais laisser la parole d'abord à Inès Alieb aussi pour cette même question sur comment est-ce que les démarches, du coup, les diverses propositions infusent dans les majorités, dans les administrations. Voilà, comment ça s'est passé pour vous à la ville d'Annemasse dans le cadre de votre démarche? Oui, alors de notre côté, c'est pareil, c'était plutôt la méthodologie de la participation qui a été questionnée. Donc les feuilles de route, c'est-à-dire politiques, on les avait déjà, mais c'était finalement de renforcer encore plus l'aller vers et la proximité avec les habitants en les intégrant à toutes les démarches, au maximum de démarches possibles. Donc ça a notamment été le cas pour tout ce qui est politique jeunesse, où on a vraiment travaillé de manière partenariale avec les associations, mais aussi pour la création du centre socio-culturel. Donc, il s'agit, c'est-à-dire de la maison Nelson Mandela. Donc, il a été décidé de vraiment repartir sur de nouvelles bases après l'incendie et de associer le plus en amont possible les habitants. Donc, ça n'a pas marché. Il y a eu cet incendie. Que faisons-nous? Et nous le faisons ensemble. Donc, ça a été vraiment un projet phare qui a permis de continuer d'infuser cette participation citoyenne, la participation des jeunes, avec toujours une volonté de se remettre en question. C'est-à-dire, on n'attire pas assez de personnes
avec nos questionnements. Donc, il va falloir se poser des questions. Donc, c'est peut-être pas la bonne méthodologie. Allons un peu plus loin, soyons un peu plus innovants pour toujours, c'est-à-dire avoir cette parole des habitants. Donc après, pour le coup, pour le centre socioculturel, nous avons décidé aussi d'avoir, c'est-à-dire un portage de cet équipement, c'est-à-dire à la fois avec un portage avec une MJC, donc MJC et ville, pour vraiment consolider ce partenariat avec des associations. Donc, ça s'est traduit de cette manière-là. Et c'est vraiment un travail de dentelle, hein. Il faut constamment se dire, est-ce que, c'est dire, on est sur le bon chemin? Est-ce qu'on avance vraiment vers la participation de l'ensemble des habitants ou bien c'est un semblant de participation? Et donc pour ça, c'est-à-dire il y a eu le croisement aussi de données, donc à la fois des données, ce qu'on a appelé des données froides, donc plutôt des données techniques, c'est-à-dire des statistiques, et c'est-à-dire des données que l'on avait de l'ABS, par exemple, l'analyse des besoins sociaux, mais aussi avec des données chaudes, c'est-à-dire des ressentis directs de la population, donc avec cette phase de dialogue avec les habitants. Et à partir de ces deux données-là, nous pouvons se dire qu'on a une vision un peu plus pertinente et réelle des attentes des habitants. Mais c'est un travail vraiment très fin qu'il faut réaliser. Et ça, je pense que clairement, les assises ont apporté ce plus dans notre prise en compte des habitants et de la participation en général. Merci beaucoup. Est-ce que Emma, vous voulez du coup à nouveau prendre la parole du côté administration pour raconter un peu Je vais laisser la parole à Sébastien pour parler sur Sébastien ces Guinet, je détails. vous en prie. Oui, mais je vois pas. Bonjour, Sébastien Guinet. Donc, pour l'administration, donc moi je suis directeur général adjoint. Donc c'est vrai que quand on a lancé cette démarche, qui est arrivée de manière très spontanée, puisque notre maire a annoncé au mois de juillet lors d'un conseil municipal, tout de suite derrière les émeutes, nous allons mettre en place les assises des quartiers d'ici la fin de l'année. Donc c'est vrai que une telle information qui tombe comme ça de manière spontanée a pu un petit peu inquiéter les services dans un premier temps. Mais comme l'a dit Inès Ayeb, il y avait un tel état de sidération au niveau de la ville, que ce soit au niveau des habitants, des associations et même des acteurs publics et donc des services, qu'il y a une sorte d'énergie qui s'est mise en place très vite. Et tout le travail qui a été mis en œuvre à ce moment-là, donc a conclu à ce qu'on vous disait à 1220 contributions d'habitants, tout confondu. Et ces 1220 contributions ont donné lieu à ont pu être subdivisées en 11 thématiques phares, donc qui vont de tout, hein, de l'activité à destination des jeunes qu'il faut remettre en place, l'accompagnement social qui est ressorti beaucoup, l'autonomisation des jeunes, la prévention et la lutte contre la délinquance, l'information à la jeunesse. C'est vrai qu'on s'est rendu compte qu'on était quand même, on faisait beaucoup de choses, mais on communiquait pas très bien. La formation aussi pour les jeunes, les espaces publics. On s'est re-questionné aussi sur la nature de nos espaces publics. La maison des habitants, le devenir de la maison Nelson Mandela, les commerces et la vie des lycéens. Tout ça, toutes ces thématiques venaient aussi des 30 orientations exprimées lors des enquêtes que nous avons menées auprès de la population. Et un peu comme nos amis de Laval, ça a donné lieu à un programme d'action, donc de 114 actions concrètes. Alors parmi ces actions, on est un peu pareil, hein, c'est-à-dire qu'on a des actions qui existaient, 51 existaient, mais on avait le sentiment soit de mal les mettre en œuvre, soit de mal communiquer sur leur existence. Et on a quand même un peu plus de la moitié, puisque 63 actions sont-elles totalement nouvelles dans ce programme d'action. Alors, pour les services, bien écoutez, à la fois c'était une manière de travailler différemment, une nouvelle manière de faire pour des actions qui existaient déjà. Donc celle-ci, ben, c'est pas trop difficile de faire accepter en quelque part cette nouvelle charge de travail.
Et puis, bah, pour les nouvelles actions, elle répondait de toute façon tellement à un besoin essentiel et nouveau sur le territoire qu'aujourd'hui, aucune direction n'a mis les pieds au mur pour avancer dans le dossier. Et c'était vraiment quelque chose d'assez surprenant de voir à quel point toute la collectivité et tous les services de l'administration ont été totalement ouverts pour déployer de nouvelles manières de faire suite à ces émeutes et à ces assises. Voilà. Merci beaucoup. Vous avez également, avec ces deux démarches, vous avez essayé de garantir une méthode et vous avez été respectivement accompagné de cabinets de concertation, donc de Vox Opératio à la ville de Laval et du bureau d'études NALIS du côté de la ville d'Annemasse. Euh, je pense qu'on pourra revenir sur cette question dans le temps d'échange si c'est des temps qui vous intéressent. Et moi, j'aimerais passer également sur la question des résultats et des impacts. Euh, Oui, et donc j'enchaîne en vous demandant pour chacun d'entre vous, en quelques mots, quels ont été les apports de vos démarches sur le long terme et ce qu'elles ont mis en lumière. Et donc, je laisse la parole à la ville de Laval. Christophe, notamment, si vous voulez prendre la parole. Ah, votre micro, votre micro est coupé. En quelques mots, pour vous, en tant que conventionné, qu'est-ce que ça vous a apporté voilà, d'être dans la démarche de la ville de Laval? Eh ben, comme je le dis, je sais pas si vous m'entendez là. Ce que ça nous a apporté, comme je le disais précédemment, c'est déjà le sentiment d'exister, ce qui est pas neutre, hein, puisqu'on vit dans même si c'est une ville moyenne, voilà, on peut être un peu noyé dans le nombre d'habitants. Ça nous a apporté une ouverture d'esprit, bien évidemment. Et puis le sentiment d'être écouté, et c'est plus qu'un sentiment, puisque on le verra par la suite, il y a eu des décisions qui ont émané du manifeste, et ça c'est plutôt une bonne chose, et on reste vigilant sur la suite qui sera donnée, bien évidemment. Merci. Super, merci. Harold Coué, est-ce que vous pouvez prendre la suite, s'il vous plaît? Oui, en quelques mots, voilà, ce que ça nous a apporté, moi je m'exprime plutôt au titre de l'administration, cette convention citoyenne, ce qu'elle a apporté, je crois que c'est un regard différent sur la manière de construire des projets, donc avec et pour les habitants. Elle nous a apporté également de la méthode, puisque on aura peut-être l'occasion d'y revenir en fonction des questions qui nous seront posées, mais Florian Bercaud l'a rappelé en introduction. La méthode de la Convention citoyenne, c'est de ne pas se poser de limites, c'est-à-dire que la ville de Laval est la municipalité est le premier pas, la première entrée vers des réflexions beaucoup plus profondes autour de ce qu'est être un citoyen, de ce qu'est vivre sa ville, donc avec une conférence des parties prenantes. Et en termes de méthode également, et je souhaitais quand même pouvoir le souligner, de la transparence. Cette transparence qui s'est traduite à Laval avec un comité des garants. Donc, on n'a pas fait appel à la CNDP, mais on a constitué un comité des garants avec un membre de l'opposition municipale, un membre de la majorité municipale et trois membres des instances consultatives déjà existantes. Donc, vous pouvez le retrouver, le rapport du comité des garants est également disponible sur le site de la ville de Laval. Et enfin, pour rester sur les apports en termes pour rester sur les apports en termes de méthode, je crois que cette convention citoyenne, elle a mis aussi en lumière la proximité et que la proximité est l'enjeu central pour réussir nos projets techniques et administratifs, pour vraiment trouver pour vraiment révéler le plein potentiel de l'ensemble de nos projets. C'est la proximité qui fera la différence. Super, merci. Monsieur Berco, est-ce que vous pouvez apporter votre regard sur la question des retours, s'il vous plaît, aussi? Oui, bien sûr. Je pense que la politique, c'est l'art de la priorisation. Et donc, la Convention citoyenne a permis une mobilisation générale. Jean-Louis Borloo l'a dit, il y a une épopée lavalloise. C'est-à-dire que remettre en haut de l'agenda politique
pas que pour la ville de Laval qui était convaincue, mais pour ses partenaires au quotidien, en haut de leur agenda aussi, de politique publique, de financement, parce qu'on sait qu'il n'y a pas d'argent magique, il n'y a que des choix à opérer, ça c'est la politique. Et donc on a réussi à travers cette convention citoyenne, par la méthode, par le travail des conventionnés, par leur manifeste, à mobiliser l'État dans toutes ces dimensions. Et ça c'est important, que ce soit le commissaire de police, la procureure, l'ARS, l'éducation, enfin le rectorat, la préfecture, que des personnes qui se sont engagées à la suite de ce manifeste à mener des actions et à en parler au quotidien. C'était un peu décevant vis-à-vis de mes partenaires politiques, régions et départements, qui ont vu comme une initiative très politique et finalement ont été dans des réponses techniques et moins politiques. Ça montre bien que il faut remettre de l'énergie sur le métier. Et puis, tous les partenaires aussi, on va dire, parapolitiques. Donc, la CAF s'est fortement engagée. Elle est tellement au cœur du dispositif des solidarités, notamment dans nos quartiers. Et donc, ça a renoué vraiment un dialogue, est mis au centre du jeu. Voilà, c'est discret, c'est sans voix. Et cette question qui est éminemment importante pour faire notre pays. Parce que si on ne s'intéresse pas à la question des quartiers populaires, c'est pas la peine de faire de la politique. Si on ne s'intéresse pas à ceux pour qui la vie est la plus difficile, ceux qui sont les plus victimes d'inégalités, de pauvreté, je pense que c'est pas la peine de s'engager en politique, quelle que soit l'étiquette politique. Et donc, voilà, c'est ce message-là qu'on a réussi à faire passer, à la fois en local, mais aussi au national, et ça, j'en suis plutôt heureux. On a presque développé aussi un contre-récit, presque une contre-culture politique à travers le travail des conventionnés, puisque ce qu'ils nous disent, c'est en fait des choses simples, puisqu'au-delà de l'aspect programmatique, c'est les principes d'action. Vous verrez dans le manifeste, il y a 7 principes d'action, c'est écoutez-nous, communiquons, justice, égalité, équité, civisme, sécurité, cadre de vie, convivialité et osons. Bref, des actions qui doivent, je pense, on parle de renouveau démocratique, je pense, inspirer un nouveau pacte social, un nouveau pacte républicain par la méthode, ça j'y crois beaucoup. Et puis je l'ai dit, mais les conventionnés sont aussi devenus des ambassadeurs. Ils ont voulu très vite s'emparer de la convention, même au-delà de nos espérances, puisque ils ont été diffusés le manifeste. On a fait la démocratie du parking, on a été dans la galerie commerciale de grandes enseignes, on a été sur les parkings, on a été devant les maisons de quartier, faire des réunions avec eux pour vraiment diffuser le manifeste. Et il y a des comités de suivi qui se tiennent, on en a un très bientôt dans les prochains jours. Donc, il y a vraiment un suivi de leur part, un engagement qui va au-delà finalement de nos espérances, parce qu'il y avait un cadre contractuel de dire bah, vous engagez sur 3 week-ends à travailler. On voit bien que ça va un peu plus loin. Donc, je pense qu'on a suscité un espoir. Et moi, je pense que je suis assez manichéen, parce qu'on est face au monde de Donald Trump et de Poutine qui pensent de manière manichéenne. Je pense qu'il y a 2 camps. Il y a celui des déclinistes qui pensent que tout va mal, que tout ira mal et qu'il faut détester son prochain. Puis il y a celui des optimistes que nous sommes, qui suscite un espoir, celui du lien, de la rencontre, de l'échange. Et c'est ça qu'on a réussi à créer à une petite échelle. Donc moi, ça me donne espoir et ça me donne envie de continuer. Et c'est important. Super, merci. On va passer à la ville d'Annemasse maintenant et je vais laisser la parole à Inès Ayeb en premier. C'est moi qui vais encore prendre la parole en résumé, mais Inès pourra compléter si elle le souhaite. On s'est réattribué les rôles, hein, puisqu'on a eu un désistement de dernière minute. Nous, sur les enseignements, on en retire plusieurs. Mais il y en a un qui est flagrant et qui nous a redonné du baume au cœur. C'est sur les jeunes. Les jeunes, aujourd'hui, vous l'avez compris, notre démarche a été assez globale, mais avec une focale sur la jeunesse, ce qui était normal suite au type d'émeutes que nous avons connues. Et pour mener cette démarche, je vais vous faire part d'une petite anecdote. On a rencontré un certain nombre d'acteurs avant de se lancer, et notamment, ça nous semblait tout naturel de rencontrer les principaux et proviseurs collèges et lycées. Et dans les premiers échanges qu'on avait pu avoir avec ces personnes-là, le constat était fait, voilà, cette jeunesse aujourd'hui ne croit plus en rien, parce que forcément, dérèglement climatique, chômage, etc. Enfin, je vous passe. Voilà. Et on avait cet échange-là, et autour de la table, il y avait une sorte de consensus quand même hein, dans ce qui s'exprimait là. Et
Eh bien, écoutez, ces assises, elles ont eu le mérite de nous faire mentir et de faire tomber des présupposés que nous avions tous, puisqu'en fait, on s'est rendu compte d'une chose. Tous les jeunes qu'on a rencontrés, et on en a rencontré de nombreux, puisque l'âge médian, encore une fois, était de 17 ans, il n'y en a pas un qui a exprimé cette crainte de l'avenir. Pas un. Et on était face à des témoignages de jeunes que ça, très jeunes ou plutôt adolescents, voire qui entraient dans l'âge adulte, où ils avaient tous des étoiles dans les yeux, à vouloir être demain soit avocat. Beaucoup voulaient être footballeurs professionnels, je ne vous le cache pas. Mais voilà, aucun n'a fait part d'un sentiment de ne plus croire en l'avenir et de détruire la société parce que justement, il n'y a pas d'avenir. Et ça, c'était vraiment notre principal enseignement et j'espère qu'il ne tient pas qu'à la jeunesse admassienne, j'y crois pas du tout d'ailleurs. Et je crois qu'il faut tuer un peu ce discours aujourd'hui, et je rejoins un peu ce que disait Monsieur le maire de Laval. On a écrit, c'est une contre-histoire, quoi. On est allé à l'inverse de tout ce qui pouvait se dire dans les médias. Et donc celui-là, j'insiste, c'est celui qui nous a fait le plus plaisir et donné du baume au cœur. Ensuite, bah, bien évidemment, l'importance de la présence sur le terrain. Alors, on l'a dit, on a une coutume à Annemasse, une tradition d'être dans la démarche participative. Mais je crois que là, cette opération-là, elle se démarque de toutes les autres, où les autres, on était quand même dans des opérations de démarche participative assez traditionnelles, classiques, où on invite les gens à concerter, etc. Je ne m'étonne pas plus que ça. Là, grâce au cabinet Nalis, qui nous a accompagnés, on a déployé une démarche totalement différente. Et j'ai envie de dire qu'on s'est entraîné entre le cabinet et nous. La démarche, elle a été écrite au démarrage, et ce qui s'est fait était totalement différent, enfin totalement différent, en tout cas avec un déploiement beaucoup plus important. Et parce que on a fait de l'aller vers, ce joli mot à la mode aujourd'hui, une vraie méthode qui se concrétisait et s'incarnait sur le terrain avec de la présence des élus, de la présence massive des fonctionnaires. Enfin voilà, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, avec une vraie énergie et un souhait de tous aller dans le même sens. Donc cet aller vers, cette présence terrain, ça reste à notre sens quelque chose qui est à dupliquer dans le rapport à la population aujourd'hui. Et un autre enjeu nous semble intéressant, enfin un autre enseignement, pardon, c'est d'être allé quand même discuter avec les plus jeunes. Voilà. On le sait tous, quand on lance des opérations de concertation, on a à peu près toujours les mêmes personnes qui se mobilisent. Et là, le fait de s'être mis comme objectif de toucher les jeunes, Monsieur le maire nous avait fixé l'objectif de 300. On l'a explosé et on en est très content. Mais ça devenait même une addiction d'aller au contact des jeunes. On a essayé de trouver toutes les solutions possibles pour rentrer dans les collèges, les lycées, d'aller à tous les endroits où on pouvait trouver des jeunes. Et c'était extrêmement riche d'enseignements. Voilà. Et ça nous a permis justement de nous re-questionner sur notre action publique. Et parmi ces enseignements-là, ressortait la nécessité de revoir notre manière d'accueillir les jeunes dans notre service jeunesse, donc un service municipal, qui avait un fonctionnement, entre guillemets, plutôt traditionnel, c'est-à-dire vous adhérez et vous participez aux actions du service jeunesse. Ce qui est ressorti de ces assises, c'est qu'il n'y avait pas nécessité à ce que ces jeunes adhèrent forcément. Et l'idée était plutôt d'ouvrir des équipements de proximité, des salles jeunes, dans les quartiers, où les jeunes peuvent venir librement passer un peu de temps, jouer au baby-foot, faire ce que vous voulez, sans qu'on soit obligé de demander forcément une adhésion, des papiers en bonne et due forme. Donc, voilà nos principaux enseignements et je vous invite également, pour ceux qui le souhaitent, à lire notre appel des quartiers, qui est un peu l'équivalent du manifeste de Laval, où c'est un document qui a été écrit par les habitants et les acteurs autour de cette démarche, qui fait bien ressortir un petit peu tout ce que je viens de vous exprimer là. Super, merci. Maintenant, Emma et Terre, est-ce que vous avez quelque chose à rajouter
à ce propos, toujours sur la même question? Écoutez, je pense que tout a été très bien présenté et synthétisé par Sébastien. Super. Merci beaucoup. On va maintenant passer au temps d'échange, donc ouvert avec la salle. Donc n'hésitez pas à poser vos questions. Vous pouvez prendre la parole avec votre micro, allumer votre caméra ou les poser dans le chat si vous n'avez pas la possibilité ou ne désirez pas prendre la parole. Eh ben alors allons-y. Faut qu'il y en ait un qui passe en tête, alors j'y vais. Je ne Allez. pense plus que je ne pourrai pas rester extrêmement longtemps. Mon nom, Michel Morin, et non pas Michel Pacha. Je suis commissaire enquêteur dans le Vaucluse. Et toutes les problématiques que vous avez évoquées, les difficultés, ce qui fonctionne ou ce qui ne fonctionne pas, elles croisent tôt ou tard et de manière importante les enquêtes qu'on a à mener. Mais ça, je n'apprends rien à personne. Je voulais également souligner, alors c'est une coïncidence, mais ça m'a attiré l'œil, que quand j'étais gamin, mes parents vivaient à Annemasse, où mon père, mon beau-père dirigeait une société qui s'appelle Gay Frères, dont je ne sais pas si elle existe encore. Ils habitaient, la maison était entre l'église Saint-Joseph et le cimetière. J'ai plutôt visé du côté non-cimetière. Que je voulais simplement, mais vous avez répondu les uns et les autres au fur et à mesure, mais je ne peux pas restructurer toute ma question. En définitive, vous avez tout fait pour apporter une visibilité, une légitimité que je vais appeler légitimité populaire, faute de trouver des meilleurs termes. La première des questions, elle coiffe un peu toutes les autres. L'harmonisation entre ce qu'on peut appeler la légitimation électorale, les élus, quoi, tout simplement, et quel que soit leur niveau d'intervention, de responsabilité, et d'autre part cette légitimité populaire, c'est quand même pas facile parce que les uns peuvent très largement se sentir concurrencés ou mis en cause par la simple existence des autres, et notamment de la part d'associations. Ça, c'était le numéro un. Elle coiffe un peu la suite. Vous avez parlé de l'harmonisation que vous avez recherchée avec le tissu institutionnel, contrat de ville, les actions cœur de ville, enfin, ce qu'on trouve, hein, ce qui notamment dans le département du Vaucluse existe en particulier, pas seulement, mais existe du côté de Carpentras. Mais globalement, comment est-ce que vous avez précisément changé la méthode? Et là, c'est le troisième point, puis j'arrête. Je crois effectivement extrêmement profondément à la validité de la question méthode. Une fois que la méthode est mise en place d'un commun accord, bien évidemment, bah, c'est comme un moulin à café. Vous pouvez mettre ce que vous voulez dedans, du café, du bon café, du mauvais café, du moka, du ci, du là, et puis ça va marcher. Donc, la méthode que vous avez mis en place les uns les autres, qui est j'ai retenu quelques mots. Changement de focale, oui, aller s'intéresser à ceux qui généralement ne s'intéressent pas. Et puis j'arrête après vous avoir demandé enfin comment, par quoi c'est essentiellement traduit le soutien ou la participation des cabinets qui ont accompagné, épaulé, aidé votre démarche. Voilà, voilà, merci, c'était un peu long, mais ça prouve simplement que vos propos m'ont énormément intéressé. Peut-être on laisse en premier la parole à Anne-Mas pour répondre à cette question si vous le souhaitez. C'est up to you, hein. Alors, je vais prendre votre question, merci par ailleurs, peut-être plutôt par la fin, en revenant premièrement sur l'apport, l'appui qui nous a été apporté par le bureau d'études que nous avions mandaté, donc bureau d'études NALIS, présent dans l'Assemblée, comme on le disait tout à l'heure. Nous, l'intérêt, il était double, évidemment. Pour revenir à ce mot que vous utilisiez, ce changement de focale, et comme le présentait Sébastien auparavant, l'idée était vraiment de changer de prisme, de pouvoir se mettre dans des modes de faire fédérateurs, des modes de faire qui nous permettent de vraiment mobiliser. Donc, sur ce point, le bureau d'études nous a proposé une méthodologie de travail qui était innovante, qui changeait de ce que nous avions l'habitude de développer, d'une part. Je pense notamment au fait d'avoir sur les différents quartiers de manière mobile, donc ces fameux temps d'aller vers pour aller au-devant des habitants, des jeunes, etc., sur les lieux du quotidien où les personnes se trouvent à l'instant T. Je pense également à ces outils un petit peu ludiques, type notre fameuse cabine d'enregistrement audio, qui nous a permis de faire un podcast avec des paroles brutes, j'ai envie de dire, directement des jeunes. On n'était pas sur une traduction, une reprise, une restitution, mais vraiment sur directement
Que veulent les jeunes? Les jeunes s'exprimaient et ça nous a permis d'avoir une matière qui était aussi beaucoup plus sensible. Et au-delà de ça, le second point d'appui que nous a bien évidemment apporté le bureau d'études NALIS, ça a été sur le traitement, le croisement des différentes données, des matières issues du terrain, de manière à garantir, mine de rien, une certaine, alors, le mot n'est peut-être pas le bon, mais une certaine neutralité au sens prendre un certain pas de côté par rapport à ce que nous avions l'habitude d'entendre du terrain, les messages, les retours des associations, des institutions type l'éducation nationale, comme le présentait tout à l'heure Sébastien en son anecdote, pour avoir un regard un petit peu plus en recul et pouvoir mieux intégrer ces différentes demandes, ces différents besoins qui parfois allaient entrechoquer, nous, nos présupposés et ce que nous avions en tête en démarrant cette démarche. Oui, peut-être compléter par rapport aux différents points que vous avez évoqués, mais là, je pense que Inès aura plus à dire, mais sur l'harmonisation entre les élus et les habitants, enfin sur le fait que voilà, il y en a un qui a la légitimité des urnes, voilà. Je crois que au niveau de la ville, nous avions, enfin, c'est dit dans le petit film qu'on vous a passé en introduction. Monsieur le maire, d'entrée, il a eu l'humilité de dire nous sommes tous en échec. Et de reconnaître qu'il y avait un problème de dialogue, c'était déjà un bon point de départ. Et ça a permis aux élus d'y aller de manière humble, sans avoir la prétention de dire nous sommes porteurs du message, c'est nous qui allons vous dire ce qu'il faut faire, comment il faut faire, voilà. Et du coup, je pense que cette posture plutôt basse a permis d'entrer en dialogue facilement avec les habitants. En tout cas, je ne sais pas, Inès, vous pourrez le témoigner, mais on n'a eu aucune opposition de cet ordre-là sur le terrain. Ouais, au contraire. Oui, c'est bien ça. Donc, on ne s'est pas positionné en tant que sachant. Hein. On est resté humble. On a participé tout le long à la démarche, mais plutôt en position d'écoute, seulement d'écoute. Les réponses, c'était un autre temps. Donc là, c'est-à-dire on a recueilli la parole, on a accepté ce qu'on nous a dit, ce qui était fondamental pour nous. Et à partir de là, on a proposé justement aux habitants de co-construire en introduisant au fur et à mesure les données qu'une institution, une mairie se doit de respecter. Et ça a été, c'est-à-dire, assez naturel, finalement, mais ça a été vraiment un travail où on a, c'est-à-dire, les habitants, c'est-à-dire, ont à nouveau, c'est-à-dire, repris contact aussi avec les différents élus. Voilà. Et peut-être juste pour terminer, parce qu'il y a beaucoup de questions quand même dans la question de M. Pacha, enfin pour M. Pacha d'ailleurs. M. Gay, je ne sais pas si l'entreprise existe encore. Il y a beaucoup de gays dans Haute-Savoie, donc je ne sais pas. Hein. Ouais. L'église Saint-Joseph, oui, et les cimetières, oui aussi. Merci. Non, je termine juste, non, c'était pas là-dessus, c'était sur la méthode, sur le fait que aujourd'hui, cette méthode qu'on a mise en place avec le cabinet NALIS, elle est bien sûr duplicable, je le redis, c'est-à-dire que si demain nous devions aller au contact de la population, je pense que la solution est celle-ci, c'est-à-dire c'est de mobiliser en force élus et fonctionnaires pour aller rencontrer la population, aller au-devant des gens, voilà. Et en ce sens, elle n'est pas très compliquée du coup, mais ça nécessite beaucoup d'énergie. Là, pour le coup, encore une fois, il y avait un terreau, une base commune, c'est-à-dire on était sur quelque chose qui nous a un peu sidérés, donc ça s'est fait naturellement. Il faut quelque chose de fort qui fasse que ça ne discute pas et que oui, on est tout petit et il faut aller se re-questionner. Voilà. Et je pense qu'à partir de là où il y a cette prise de conscience chez les uns et les autres, cette méthode-là, elle est reproductible à l'infini. Et pour terminer, voilà. Je trouve qu'il est extrêmement important d'avoir cette position basse et humble, encore une fois, que ce soit de la part des élus comme des techniciens, parce que lorsqu'on a écrit, par exemple, l'appel des quartiers,
on avait une consigne très claire de notre cabinet qui nous accompagnait. Vous demandiez quel était son rôle aussi. C'était, on est là pour écrire ce que les habitants ont fait ressortir. Chers élus, chère direction, chère administration, vous n'êtes pas là pour tenir le stylo et corriger si ça vous déplaît. Et donc, on a adopté cette posture-là et on s'est retrouvé dans une salle et on a écrit avec les gens ce qui ressortait de la démarche. Voilà. Donc, c'est vraiment avoir cette posture, même si les élections font qu'on est dans un système de représentativité, eh bien là, dans des situations comme celle-ci, il faut admettre qu'on n'a pas toutes les réponses. Merci beaucoup. Est-ce que du côté de Laval, vous souhaitez répondre rapidement à cette question également? Oui, alors rapidement, je vais faire un peu de philosophie et de théorie, mais effectivement, la question est très pertinente sur est-ce qu'on est légitime tout au long d'un mandat simplement par un vote une fois? C'est la vraie question de cette démocratie représentative qui est questionnée. Même position qu'Annemasse, c'est-à-dire que on reconnaît l'échec collectif très clairement quand on voit ce qui s'est passé. Ça peut pas. Donc il faut changer la focale, il faut changer la méthode, et il faut invoquer le concept de démocratie continue avec quelques principes de base qui me semblent essentiels dans la démocratie continue. C'est un, il faut partager le pouvoir. Donc, c'est ce qu'on a fait à travers la Convention citoyenne. On a laissé les clés du dialogue, finalement, du disputatio politique aux conventionnés. Deux, c'est par la coopération qu'on y arrive. La solution d'un demi-dieu qui peut arriver, ça n'existe pas. Donc, la solution est à la coopération. Trois, à des problèmes complexes et multifactoriels, on ne répond pas par des solutions simples, mais par des solutions complexes qui s'attaquent aux causes. Et donc, ça nécessite du temps. Il n'y a pas de solution clé en main. Quatre, l'intérêt général n'est pas la somme des intérêts particuliers. C'est bien plus que ça. Et c'est tout l'enjeu et toute la difficulté pour les élus aussi d'intégrer et de représenter cet intérêt général. Et puis cinq, on s'attaque dans nos sociétés à de l'humain. Donc c'est la remise en question permanente, c'est le doute permanent qui doit primer. Et donc c'est pour ça que j'ai vraiment insisté sur la méthode. Ce qu'il faut retenir, c'est cette méthode qui est une des réponses, je pense, à la crise de l'altérité, la crise de la responsabilité, la crise de la gouvernance, dont on parle tant aujourd'hui tous les jours. Donc c'est une des réponses, la méthode, à cette question de la légitimité qui n'est pas qu'électorale. Et puis la question sur les cabinets permettent d'aller vite et rapidement chercher de l'expertise qu'on n'a pas forcément. On n'a pas des directions de la participation citoyenne étoffées qui permettent de répondre à un problème voilà, qui est très, 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 très court terme, me semble-t-il. Et puis sur l'évaluation, c'est une question qui est arrivée. Nous, on a fait une évaluation à la fois pré, on a fait un séminaire d'élus et un séminaire d'administratifs pour savoir quelles seraient les conditions de la réussite de cette convention citoyenne. Et on a fait la même chose a posteriori pour évaluer la convention citoyenne. Ça me semble vraiment important. Et puis un élément peut-être sur la question qui parle de est-ce que les conventionnés se sont engagés dans la vie municipale? Oui, d'une certaine manière, puisqu'on voit adhérer davantage à des associations. On a monté pas mal d'événements où j'ai revu des conventionnés, donc ça, c'est plutôt chouette. Et puis, j'ai même vu des conventionnés s'engager à une démarche que je porte à l'échelle nationale, qui est le Printemps des maires. On a une chance formidable en France, c'est qu'aux élections municipales, c'est 900 000 Français qui vont se mettre sur les listes électorales. Donc, c'est quand même un chiffre impressionnant sur 62 millions de Français. Et donc, nous, on propose à travers le Printemps des maires un compagnonnage, des webinaires de formation. Et j'ai vu que des conventionnés s'étaient inscrits à cette démarche-là. Donc, ça me rend heureux de voir qu'il y a un engagement qui va aller plus loin que simplement cette convention citoyenne. Merci beaucoup. Donc, vous avez aussi répondu à la question de un peu que font maintenant ceux qui y ont participé, à laquelle on reposera aussi la question à Annemasse. Et sinon, du coup, pour vos trois villes, du coup, il y a cette question-là. Puis il y avait aussi qu'est-ce qui est prévu pour évaluer le dispositif? Enfin, est-ce que vous avez mis en place une démarche d'évaluation donc, qui s'adresse à vos deux villes? Et est-ce que vous avez remarqué que les élus étaient peut-être plus craintifs face aux rencontres directes avec les habitants et les habitantes? Et si oui, comment est-ce que vous avez, si oui, comment avez-vous pu dépasser des réticences pour associer l'équipe à la démarche? Les avez-vous formés sur le aller vers, enfin un séminaire d'élus ou ce genre de choses? Voilà, donc plusieurs questions auxquelles répondre. Je vous laisse répondre en quelques mots, peut-être Annemasse en premier lieu. Peut-être simplement pour démarrer sur la question relative à l'évaluation.
Puisqu'effectivement, dès lors que l'on met en place un plan d'action, surtout dans la continuité d'une démarche où nous avons ces 1220 contributions, donc des attentes nombreuses, variées, tout de même assez marquées, il est essentiel derrière d'une part, garantir que ce que l'on souhaitait mettre en place soit bien mis en œuvre, et d'autre part, que 1 an, 2 ans, ne serait-ce que 6 mois après l'établissement du plan d'action, les actions qui avaient été recensées fin 23, elles correspondent toujours aux besoins, au mode de faire et ainsi de suite. Donc pour ce faire, nous, du côté d'Annemasse, nous avons intégré en interne une mission d'évaluation de ce plan d'action, où nous avons des points réalisés tous les 6 mois, jusqu'à la fin du plan. Le plan a été établi de 2024 jusqu'à fin 2026. Donc dans l'esprit, un temps d'évaluation marqué auprès des différents services et partenaires impliqués dans ce plan d'action, une fois par semestre, où ça nous permet de faire le point, de voir un petit peu ce qui a évolué par rapport aux actions qui étaient initialement inscrites. C'est finalement, au regard des besoins sur le terrain, au regard également de nouvelles remontées, de nouvelles attentes, etc. Il y a eu des déviations, j'ai envie de dire, par rapport à ce qui était initialement pensé. Et ce qui nous permet derrière aussi de communiquer, et au-delà de communiquer, d'informer, de pouvoir faire un retour aux habitants sur concrètement ce plan d'action issu de la démarche à laquelle vous avez pris part. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui? On s'était engagé à mettre en œuvre ces 114 actions sur les 2 prochaines années. Concrètement, 6 mois après, 1 an après, 1 an et demi après, là concrètement on y est presque, où est-ce qu'on en est? Quels sont les points forts? Quelles sont les réponses mises en œuvre suite à ces attentes? On a bien ce dispositif-là qui est en place, qui suit son cours, et alors, je n'ai pas le tout dernier chiffre qui devrait m'arriver d'ici peu de temps, mais pour vous donner un aperçu, notre plan d'action à l'heure actuelle, on considère qu'il est avancé. Alors, c'est du chiffre, hein, évidemment, mais c'est histoire de donner un petit ordre d'idée. Notre plan d'action est avancé à hauteur de 64% à compter de la fin de sa première année de mise en œuvre. Donc c'est quand même très engageant. Oui, alors moi je peux répondre concernant la crainte des élus. Donc de notre côté, on n'a pas vraiment de crainte à retourner, c'est-à-dire dans le quartier, puisque de toute manière, il y a une démarche de renouvellement urbain, donc un programme de renouvellement urbain du quartier qui est mis en place. Et du coup, on avait l'habitude, en tout cas, de rencontrer les habitants dans le cadre de concertation par rapport aux espaces urbains ou autres. Donc, on avait de toute manière cette visibilité, en tout cas, on est sur le terrain, aussi par le biais des diagnostics en marchant, qui est une marche un peu exploratoire du quartier où on demande aux habitants de venir pour nous faire remonter, c'est-à-dire des problématiques de logements sociaux notamment. Ou autres, hein, de nuisances, etc. Et puis, il faut savoir aussi que nous, on a des permanences d'élus, donc tous les mercredis matins au sein du quartier du Perrier, qui est un moment où les habitants, c'est-à-dire viennent directement nous solliciter par rapport à toute question relevant de la commune. Voilà. Donc on n'avait pas de crainte, mais malgré tout, on s'est dit bon bah faut continuer, faut être encore plus présent. Et du coup, c'est un travail que l'on mène, c'est-à-dire de manière assez développée et régulière. Voilà. Merci beaucoup. Est-ce que du côté de Laval, vous avez envie de réagir du coup sur ces questions d'évaluation? Est-ce qu'un dispositif avait été prévu, mais également sur la question de la craintivité des élus? Je laisse à Rod compléter peut-être sur la partie évaluation. Oui, très bien. Donc, effectivement, sur la partie évaluation, donc nous, on est un peu moins avancé qu'Annemasse en termes de temporalité, puisque la Convention citoyenne pour les quartiers populaires a pris fin il y a moins d'1 an. Elle a pris fin en juillet, en début juillet 2024. Donc, effectivement, hein, comme on l'a évoqué au cours de nos échanges, nous avons eu un temps d'instruction, un premier temps d'instruction pour mesurer en fait l'ampleur du travail à réaliser pour les services. Toutefois, on s'est toujours engagé à revenir vers les conventionnés
euh, pour leur faire un retour sur l'avancée de chacune de leurs propositions. Donc le premier retour aura lieu très prochainement, hein, en début juillet. Euh, donc, mais avant celui-là, on avait proposé l'ensemble du plan d'action donc, qui nous servait à répondre à leur manifeste en janvier. Effectivement, donc je dévie un petit peu de la question initiale autour de l'évaluation. Je vais parler de la mobilisation aussi des conventionnés. On s'est aperçu, hein, lors de l'instruction que il y avait beaucoup d'actions qui étaient souhaitées par les conventionnés que la ville de Laval euh, menait déjà partiellement. Et on s'est rendu compte que, effectivement, il y avait besoin d'une mobilisation un petit peu différente, qu'on invente de nouveaux modes de dialogue entre citoyens avec, pourquoi pas, certains ambassadeurs, en fait, hein, certains ambassadeurs de la ville, et de transformer nos modes de fonctionnement, nos modes de communication également. Et peut-être qu'à cette occasion, je peux laisser Christophe compléter justement sur comment la ville de Laval sollicite les conventionnés et pour que ce soit pour d'autres démarches ou pour justement évaluer donc ces démarches avec, comme je le disais comme je le disais là à l'instant, il n'y a eu qu'un seul temps pour l'instant avec les conventionnés qui a eu lieu en janvier 2025 pour présenter notre plan d'action pour répondre à leur manifeste. Oui, donc effectivement, on est en lien régulier avec le groupe donc de conventionnés, soit par WhatsApp, soit par Internet, enfin, par les messageries. Et donc on a, par exemple, ce soir, il y a une réunion, il y en a une autre demain sur des thèmes différents. Enfin bon, on suit ça de près. Je voudrais revenir sur deux anecdotes qui ont été assez drôle, enfin drôle, durant la convention, durant le travail, c'est-à-dire qu'il y a eu il y a eu différentes sessions, différents week-ends, et à l'occasion du deuxième week-end, en fait, deux conventionnés se sont aperçus qu'elles étaient voisines de palier. Ça prouve bien que la communication, ça a été un plus. Deuxième point, donc ça a été souligné, le manifeste a été largement distribué et pour la petite histoire, le manifeste a été distribué jusqu'à Sydney en Australie, quoi. Donc vous voyez que la ville de Laval est maintenant mondialement connue. En tout cas, les efforts qui ont été produits ont été mondialement connus. Voilà. Merci beaucoup. Sur la question de la craintivité des élus, est-ce que Florian, vous voulez rapidement dire quelque chose? C'est le rôle d'un élu de se remettre en question en permanence, parce que sinon ça ne revient à rien quand on est en permanence sur le terrain, dans les quartiers, en train d'échanger. En tout cas, moi, c'est ma manière d'être, et c'est la manière d'être de tous les élus de notre majorité. Et donc, je fais partie de ces élus très humbles, on fait beaucoup d'erreurs, et notre objectif, c'est d'en faire le moins possible, pour le mieux de tous. Donc, vraiment, aucune difficulté là-dessus. Au contraire, je crois que c'est cette confrontation à l'altérité qui amène vraiment de la valeur ajoutée. Une personne seule n'a pas la solution, très clairement. La puissance d'être dans un collectif est juste énorme. Et ça s'est révélé dans la Convention citoyenne. Une personne n'aurait pas pu réaliser ce plan d'action, ces constats, ces principes d'action seule. Donc, je crois que l'heure est à la coopération plus que jamais. Merci. On a de nouvelles questions. Une question de Carole Samuel. Pouvez-vous nous indiquer des montants dédiés aux missions comme le cabinet de participation? Une question de Nathalie Racino du CEREMA. Vous parlez beaucoup de méthodes, évolution des pratiques participatives et modes d'intervention. Quel impact sur les politiques publiques et sur leur contenu? Est-ce que, voilà, donc, comment est-ce que ça a abouti? Je vais déjà vous laisser répondre à ces deux questions. Alma, est-ce que vous voulez prendre la parole? Non, bah très, très rapidement, quant au montant, si j'ose dire, enfin même au-delà, puisque ça avait été évoqué très rapidement en guise d'introduction, mais au niveau des moyens financiers humains qui ont été injectés pour cette démarche. Donc du côté d'Annemasse, effectivement, nous avons mandaté le cabinet Nalis via un marché public classique qui
qui a coûté 65 970 euros au TTC. Nous avions également, puisque vous l'aviez vu en introduction, un film qui a été réalisé, lui aussi qui a fait l'objet d'un marché public, à hauteur de 19 600 euros, puisque l'idée c'était quand même de pouvoir garder une trace sensible de cette démarche exceptionnelle. Là, c'était le teaser de 4 minutes. Hein. C'est ça. C'est pas Vous ce qui avez nous a le coûté. film complet. Pour celles et ceux qui auraient un petit moment en 20 minutes, ça se regarde très bien. Et puis, au-delà des moyens financiers, comme c'était dit, donc comme je le disais en introduction, un ETP qui était entièrement dédié en interne à la coordination, au pilotage, au lien finalement entre le cabinet, les élus, les services et ainsi de suite, et qui, mine de rien, je ne peux pas non plus me lancer des fleurs, mais sans cet ETP, puisque c'était moi qui étais en coordination à l'époque, mine de rien, le fait d'avoir une personne qui concentre ces différentes missions, qui permettent de bien coordonner, de graisser finalement les différents rouages et de mettre en musique toutes les envies et les dynamiques, qu'elles soient associatives, habitantes, internes, etc., c'est mine de rien essentiel. Sur la partie des méthodes, et je serai très brève, je pense que ça va rejoindre tout de même ce que vous présentez tout à l'heure, Sébastien, sur l'exemple de la salle jeune, des nouvelles modalités, etc. Évidemment que de travailler en mode aller vers, évidemment que d'avoir des méthodes plus agiles, plus ouvertes à la discussion et ainsi de suite, évidemment que tout cela vient infuser derrière dans nos modes de faire. Et c'est pour ça que sur notre plan d'action notamment, sur ces 114 actions, on en a donc de mémoire, c'était 51 qui préexistent, qui méritaient d'être appuyés, d'être remobilisés, et dans ce cadre-là, d'être parfois réfléchis avec un nouveau prisme, de se dire, les salles jeunes telles qu'on les imaginait ne fonctionnaient pas. Au vu des retours que nous avons pu avoir, au vu des ateliers qui ont été menés directement avec des collégiens et des lycéens, qui est donc notre public cible pour ce type d'équipement, au vu de leur retour, il faut qu'on pense autrement. Derrière, on a pu se mettre en action, effectivement, et intégrer, aller au-delà du vœu pieux, et vraiment changer de prisme, pouvoir intégrer l'aller vers dans nos pratiques. Pour appuyer encore un petit peu plus, nous avons notamment tout un programme de formation à l'aller vers qui a été déployé sur le service jeunesse, de manière à ce qu'on retrouve ces préceptes vraiment dans l'action, qu'on ne s'arrête pas à on a eu une belle démarche pendant 3 mois où ça a fonctionné, que ça puisse vraiment infuser et se retrouver par la suite dans nos modes de faire et nos politiques publiques. Merci beaucoup. Du côté de Laval, est-ce que vous avez envie de répondre sur cette question de l'évaluation et de l'impact? Oui, parce qu'effectivement, on nous a dit qu'on n'avait pas forcément cette culture de la participation. J'ai envie de dire oui et non, parce que depuis le début du mandat, on teste des choses, mais c'est comment on considère la concertation, la participation comme une politique publique en soi. En tout cas, c'est ce sur quoi, je pense, ça y est, notre administration a compris là où vous voulez aller. On ne veut pas mettre ça comme un petit plus ou la cache à causer, la case à cocher à chaque fois qu'on va présenter une délibération, mais c'est une politique publique. Et ça, c'est important. Donc, ça a infusé, diffusé en pratique, un peu comme l'a dit Almas. Et ça, c'est important. Donc, je vous donne quelques exemples de choses qu'on fait en parallèle, assez nouveau. On a mis en place une conférence des solidarités des réussites avec le CCS, où on a fait témoigner beaucoup à Télécarmonde, cette méthode de faire parler l'usager et construire la politique publique du soin, du care avec les usagers. On a mis en place, on a rénové tout notre centre-ville, on a mis en place un comité de suivi des parties prenantes de la place, donc les commerçants, les riverains, les cyclistes, les automobilistes, tout ça a été représenté. On a amélioré notre offre d'information du quotidien, les petites choses. Je suis très heureux de pouvoir vous savez, les arrêtés du maire imprimés en tout petit pour dire il ne faut pas se stationner, mais un vrai panneau, interdiction de stationnement, parce qu'il va y avoir un événement, ou pas ceci, cela. Donc on voit petit à petit, ça infuse. Et peut-être la chose la plus importante qui a été retenue, j'espère, par les agents, je pense que Harold pourra peut-être le confirmer ou l'infirmer, il a le droit, c'est que l'administration a retrouvé un certain pouvoir de proposition. L'impulsion ne vient pas que des élus, à l'échelle locale notamment. Je pense que l'administration a son rôle à prendre dans les propositions pratiques, dans la manière de faire la politique publique, au-delà des objectifs politiques qui sont fixés par les élus. Donc, voilà, j'espère que ça a révélé ça. En tout cas, c'est mon sentiment. On n'est pas encore totalement abouti, on est encore au milieu du game et ça progresse. Merci. Si je peux à mon tour évoquer la question des cabinets de conseil,
Donc nous, pour notre part, hein, du côté Laval, en fait, le rôle du cabinet Vox Operatio, qui est un cabinet spécialisé dans l'accompagnement des démarches de participation, un cabinet rennais, leur rôle, on va le distinguer en deux phases. Ils ont eu un rôle amont qui a été vraiment là pour finalement consolider notre manière de penser, notre manière de voir aussi les dispositifs qu'on pourrait mettre en œuvre pour faire participer les habitants. Donc c'est un appui précieux hein, pour nous rassurer, pouvoir nous lancer avec un filet de sécurité, avec un filet de sécurité supplémentaire dans la démarche. Et rôle essentiel parce qu'on n'a pas abordé au cours de ce webinaire, ça a été l'animation des sessions de dialogue. C'est un véritable métier de savoir créer le consensus, permettre à chacune et chacun de s'exprimer, veiller au temps de parole, à des temps de parole équitables, veiller à ce que des discrets puissent s'exprimer autant que des personnalités plus fortes. Et pour le coup, nous n'avions pas les compétences en interne à Laval et le rapport a été extrêmement précieux. Peut-être Christophe, peux-tu en dire un mot, toi qui l'as vécu de l'intérieur? Oui, alors effectivement, c'est un point important. Quand on voit le point de départ et là où on est arrivé, il est évident que sans le cabinet, on n'y serait pas arrivé. Ça, c'est le premier point. Et ils ont fait un travail remarquable qui a été apprécié de tous les conventionnés. Ce qui est important aussi, c'est que parfois, ils avaient tendance lors des sessions de travail à nous influencer et ils nous avaient prévenu que si c'était le cas et qu'ils ne s'en rendaient pas compte, il fallait qu'on leur dise. Et effectivement, on l'a dit plusieurs fois que non, là, c'est-à-dire que leur rôle était uniquement d'encadrement, mais les idées en aucun cas ne devaient venir d'eux ou même des soupçons d'orientation, en aucun cas, enfin en tout cas ils ont essayé et je pense plutôt réussi à rester neutre tout le temps, ce qui en soi n'est pas forcément très simple pour eux parce qu'ils ont aussi forcément des idées, etc. Mais en tout cas, le cabinet a fait un excellent travail pour notre part, hein, c'est évident. Super, merci beaucoup. Eh bien, Et pour répondre sur la question des montants, pardon, pour répondre sur la question des montants, à Vox Opératio, c'était 70 000 € de prestations, euh, avec une grosse partie, euh, avec la partie la plus importante sur l'animation de ces sessions. merci beaucoup. Donc, je pense qu'on pourrait encore échanger beaucoup sur toutes ces questions, mais on avait dit que le webinaire durait 1 heure et demie. Nous avons déjà un petit peu dépassé. Euh, En tout cas, on vous remercie énormément pour votre présence, toutes et tous, d'être venus témoigner de ce que vous avez pu expérimenter dans vos différentes villes. Et c'est très précieux, je pense, pour l'ensemble du réseau, des collectivités, en tout cas d'avoir des retours d'expérience de ce type, notamment parce que voilà, ça permet d'inspirer et de voir qu'on peut remettre de la démocratie et de la participation citoyenne, même dans des contextes de tension et de conflit. Ces démarches, elles ont été récompensées dans le cadre des prix de la participation 2024. J'en profite pour dire à toutes celles et ceux qui veulent que les prix 2025 sont ouverts, en tout cas les candidatures sont ouvertes jusqu'au 30 juin, donc jusqu'à la fin du mois, si jamais vous avez envie de partager à nouveau vos démarches. Et puis nous, on ne manquera pas de faire un compte-rendu du webinaire et à l'envoyer à toutes celles et ceux qui le souhaitent. Et puis même si vous souhaitez rentrer en contact, je pense, avec les villes d'Annemasse et de Laval, on sera ravis de pouvoir transmettre les contacts puisque c'est important voilà, de diffuser les bonnes pratiques. Voilà, si jamais il y a des questions qui brûlent les lèvres de quelques personnes encore, c'est possible. Et puis sinon, je vous souhaite à tous et tous une très très bonne journée. Merci beaucoup, Anouk. Merci, à Merci. bientôt. Merci. Au revoir. Au revoir. Merci de votre accueil. Au revoir. Merci, au revoir. Au revoir.